Dans beaucoup de jardins en France, il y a une plante que tout le monde connaît de vue. On l'a mise là pour ses tiges arquées, pour ses petites clochettes blanches qui pendent au printemps, pour ce vert tranquille qui habille un coin d'ombre où rien d'autre ne pousse vraiment. On la trouve dans les jardineries, dans les pépinières, sur les étals des marchés aux fleurs du samedi matin. On l'achète parce qu'elle est jolie, parce qu'elle ne demande presque rien, et parce qu'elle remplit bien cet espace un peu ingrat au pied du mur nord, là où le gazon a renoncé depuis longtemps. En 2013, le monde horticole international l'a même couronnée plante vivace de l'année. Et pourtant, presque personne, parmi tous ceux qui l'ont plantée, ne sait ce qu'il a réellement mis en terre. Parce que pendant 2000 ans, sur 3 continents différents, cette plante n'a jamais été un décor. C'était celle vers laquelle on se tournait quand les genoux commençaient à grincer. Quand les mains se raidissaient le matin et que les doigts refusaient de se fermer autour d'un bol de café. Quand une épaule se bloquait, quand une hanche accrochait à chaque pas dans l'escalier. Les médecins romains l'utilisaient. Les guérisseurs chinois aussi. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord la déterraient dans les sous-bois pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui encore, une poignée d'herboristes la récoltent exactement comme on le faisait il y a des siècles. Le plus étrange, c'est que la plante elle-même n'a jamais caché ce qu'elle était. Son nom scientifique, si on prend la peine de le traduire du grec ancien, donne 2 mots très simples. Plusieurs genoux. Quelqu'un, il y a très longtemps, a regardé cette racine noueuse et l'a nommée d'après les articulations douloureuses qu'elle était censée soulager. Et puis on a oublié qu'on avait su. Alors comment une plante utilisée pendant 20 siècles finit-elle par être vendue comme une simple feuille qu'on plante et qu'on oublie? C'est l'histoire du sceau de Salomon. Et elle mérite vraiment qu'on prenne le temps de la raconter. Le nom sceau de Salomon n'a rien à voir avec les genoux. Il vient de la racine. Quand on la déterre, on découvre un rhizome épais, pâle, marqué de cicatrices rondes. Une pour chaque année de vie de la plante. Chaque tige, en mourant à l'automne, laisse derrière elle une empreinte enfoncée dans la chair du rhizome. Comme un tampon pressé dans la cire. Les herboristes d'autrefois trouvaient que ces marques ressemblaient au sceau de cire du roi Salomon, ce roi sage des Écritures. Ils en ont déduit qu'une plante portant le sceau de Salomon devait forcément contenir un peu de sa sagesse. C'est une logique qui nous fait sourire aujourd'hui, évidemment. Mais à l'époque, ce genre de raisonnement avait du poids. On cherchait des signes dans la nature. On croyait que la forme d'une plante révélait son usage. C'est ce qu'on appelait la doctrine des signatures. Une feuille en forme de foie devait soigner le foie. Une racine en forme de poumon devait soulager les bronches. Et une racine noueuse, articulée comme une colonne de vertèbres miniatures, devait forcément être bonne pour les articulations. Les botanistes grecs ont vu les choses exactement comme ça. Ils ont regardé ce rhizome noueux et ils y ont vu une rangée de jointures humaines. Alors ils l'ont nommé d'après ce qu'elle traitait. Une plante en forme d'articulation pour les articulations. Ça ressemble à de la pure superstition. Et la plupart du temps, ce genre de raccourci ne mène nulle part. Mais cette fois-là, par un hasard qui n'en est peut-être pas un, ils avaient raison. Et il a fallu attendre la chimie moderne pour comprendre pourquoi. Pendant la plus grande partie de l'histoire, rien de tout cela n'était un secret. C'était un savoir ordinaire, partagé, transmis comme on transmet une recette de cuisine. De la mère à la fille. Du voisin au voisin. Du guérisseur de village à celui qui viendrait après lui. En 1597, l'herboriste anglais John Gerard écrivait qu'aucune plante au monde ne lui semblait comparable pour refermer les plaies et consolider les os brisés. Nicolas Sculpepé, dont l'herbier s'est vendu à un nombre d'exemplaires que peu de livres ont jamais atteint en Angleterre, prescrivait la racine pour les contusions, les entorses et ces douleurs profondes qui s'installent dans les articulations à mesure que le corps vieillit. Les Romains le savaient déjà bien avant eux. Dioscoride l'avait consigné dès le 1er siècle de notre ère, dans un ouvrage qui a servi de référence médicale pendant plus de 1500 ans. Et de l'autre côté de l'océan, bien avant que ces livres n'arrivent, les peuples autochtones récoltaient déjà la même racine noueuse dans les forêts nord-américaines. Ils cuisinaient les jeunes pousses comme des asperges, faisaient bouillir le rhizome comme une pomme de terre quand la saison était maigre et que le gibier se faisait rare. Tout en utilisant cette même racine pour les articulations douloureuses et les dos qui ne plient plus. Nourriture et pharmacie dans une seule plante. C'est un luxe que notre époque a du mal à concevoir, mais qui était la norme pendant des millénaires. En Chine, sa cousine proche occupe encore aujourd'hui une place permanente dans la pharmacopée traditionnelle, sous le nom de Yuju. Le remède pour un corps devenu sec et rigide. On la prescrit quand les tissus manquent de souplesse,
quand le mouvement devient contraint, quand le corps donne l'impression de rouiller de l'intérieur. Des langues différentes, des siècles différents, des continents différents. Et pourtant, la même plante et la même plainte. Quand autant de traditions indépendantes, qui n'ont jamais eu de contact entre elles, arrivent exactement à la même conclusion sur la même plante, ça mérite au moins qu'on y regarde de plus près. Alors qu'est-ce qui est arrivé à tout ce savoir? Rien de spectaculaire, justement. C'est peut-être ça le plus troublant. Pas d'interdiction. Pas de scandale. Pas de mise en garde officielle. Le sceau de Salomon a simplement été dépassé par le comptoir de la pharmacie. À mesure que les comprimés ont pris la place des remèdes de grand-mère, les anciens usages ont glissé hors de la mémoire collective. Lentement. Sans bruit. Comme un livre qu'on range sur l'étagère du haut et qu'on finit par oublier. Et la plante s'est retrouvée avec une deuxième carrière qu'elle n'avait jamais demandée. Les pépiniéristes ont remarqué ces tiges élégantes, ces feuilles bordées de crème, et ils ont commencé à la vendre comme plante ornementale. En 2013, elle a été nommée plante vivace de l'année par l'industrie horticole. Expédiée par camions entiers dans les jardineries du monde entier. Une génération entière a rencontré cette plante comme un meuble de jardin. On a appris sa forme, sa tolérance à l'ombre, le fait pratique que les cerfs n'y touchent pas. Et pas un mot sur les 20 siècles d'articulation qui se cachent dans sa racine. On aurait pu croire que quelqu'un allait le mentionner. Sur l'étiquette, peut-être. Dans un guide de jardinage. Dans une de ces émissions du dimanche matin où l'on parle de plantes vivaces en buvant son café. Presque personne ne l'a fait. Le savoir n'est pas mort. Il a simplement rétréci. Réduit à quelques herboristes qui continuent de récolter la racine à l'ancienne, pendant que tout le monde autour admire les feuilles sans se douter de rien. Entrez dans l'une de leurs boutiques aujourd'hui, et un petit flacon de teinture extraite de cette même racine coûte à peu près le prix d'un bon repas au restaurant. La plante qui le remplit, elle, se propage toute seule dans l'ombre et ne demande strictement rien en retour. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'il y a quelque chose que ces herboristes savaient que les jardineries ne vous diront jamais. La plupart des remèdes pour les articulations font une seule chose. Ils combattent l'inflammation, ou ils atténuent le signal de la douleur. Quand vous prenez un anti-inflammatoire classique, il calme la réaction du corps. Quand vous appliquez une pommade analgésique, elle endort un peu la zone. C'est utile. Personne ne dit le contraire. Mais ça ne touche qu'une partie du problème. Le sceau de Salomon, lui, semble agir sur une dimension que presque rien d'autre ne touche. L'hydratation et la tension dans le tissu lui-même. Pas l'inflammation en surface, mais ce qui se passe en profondeur, là où le tendon frotte, où le cartilage s'amincit, où le liquide qui devrait lubrifier l'articulation commence à manquer. Les personnes qui l'utilisent parlent toujours du même genre de problème. L'articulation sèche. Celle qui grince. Celle qui accroche. Le genou qui craque dans l'escalier, pas une fois, mais à chaque marche. L'épaule qui n'est jamais tout à fait revenue après cette chute dans le jardin il y a 3 ans. Le tendon usé par le même geste répété 100 000 fois. Si vous avez passé la soixantaine, vous voyez probablement très bien de quelles articulations on parle. La main qui fait mal en pliant le linge un matin de froid. Le genou qu'il faut convaincre de descendre les marches du perron. Le poignet qui proteste quand on tourne un couvercle. Cette raideur qui, avant, disparaissait vers midi, et qui maintenant s'installe dès le réveil et reste là pour la journée. On apprend à vivre avec. On ralentit un peu. On évite certains gestes. On se lève du fauteuil en 2 temps au lieu d'un. Et on finit par croire que c'est normal. Que ça fait partie du contrat. Que le corps, après un certain nombre d'années, a simplement décidé de grincer et qu'il n'y a rien à dire. Mais est-ce que c'est vraiment aussi inévitable qu'on le croit? Des herboristes parmi les plus respectés du domaine utilisent cette racine précisément pour cette friction-là. Et pour les tendons et les ligaments qui sont devenus soit trop tendus, soit trop relâchés. Parce que, curieusement, la même racine semble ramener les deux vers un juste milieu. Un tendon trop raide qui retrouve un peu de souplesse. Un ligament trop lâche qui retrouve un peu de tenue. Comme si la plante ne forçait rien dans un sens, mais ramenait doucement les choses vers un point d'équilibre. L'explication traditionnelle, c'est que la plante ramène de l'eau et de la souplesse dans un tissu usé. Un peu comme une goutte d'huile qui calme une charnière sèche. Et il y a un indice de cela dans la racine fraîche elle-même. Quand vous en arrachez une du sol, elle glisse légèrement entre vos doigts. Presque comme un gel.
Cette texture humide et glissante n'est pas une image poétique. C'est de la chimie. Et elle pointe directement vers ce dont la plante est réellement faite. Parce que c'est ici que la superstition ancienne rejoint la science moderne. Et c'est peut-être la partie la plus surprenante de toute cette histoire. Le sceau de Salomon est chargé d'une famille de composés qu'on appelle les saponines stéroïdiennes. Le nom est un peu technique, mais l'idée est assez simple. Ce sont des molécules qui ont une structure chimique proche de certaines hormones naturelles du corps humain. En 2023, une revue publiée dans une grande revue de phytochimie en a dénombré plus de 150 dans cette famille de plantes, et a documenté leur activité à la fois anti-inflammatoire et protectrice du tissu osseux. En termes simples, une action contre le gonflement et contre l'amincissement de l'os, en même temps. Les deux à la fois. Ce qui est assez rare dans le monde végétal. La racine contient aussi de l'allantoïne. Ce composé apaisant que l'industrie cosmétique glisse discrètement dans vos crèmes de soins depuis des années. Vous en avez probablement un tube dans votre salle de bain en ce moment, avec de l'allantoïne dans la liste des ingrédients, sans même le savoir. Eh bien cette molécule, la plante la fabrique naturellement. Elle l'a toujours fabriquée. Mais le plus frappant, c'est la molécule qui se trouve au cœur de ces saponines. Un composé appelé diosgénine. La diosgénine est l'un des modèles de base que l'industrie pharmaceutique utilise depuis des décennies pour fabriquer des médicaments stéroïdiens. C'est un précurseur. Un point de départ chimique à partir duquel on construit des molécules plus complexes. Ce qui veut dire que la plante que votre voisin cultive pour son feuillage est fabriquée à partir du même matériau de départ que certains des médicaments qui l'ont remplacé. Prenez le temps de mesurer ce que ça signifie. On a utilisé une plante pendant 2000 ans. Puis on l'a oubliée au profit de médicaments modernes. Et ces médicaments modernes sont fabriqués à partir d'une molécule que la plante oubliée contenait depuis le début. Elle n'a jamais été juste une feuille décorative. On a simplement arrêté de lire l'étiquette. Si cette vidéo vous donne envie d'y voir plus clair sur ces plantes que tout le monde connaît sans vraiment les connaître, pensez à vous abonner. On continue d'explorer ces sujets, calmement, un à la fois. Maintenant, si tout cela vous donne envie d'aller en chercher, 2 précautions simples vous éviteront les erreurs. Et ces précautions sont importantes, parce que dans le monde des plantes, une confusion peut aller de l'insignifiant au sérieux. La première, c'est de bien identifier la bonne plante. Le vrai sceau de Salomon pousse sur une tige unique, non ramifiée, qui s'arque avec grâce. Imaginez un bras qui se tend et qui ploie doucement sous son propre poids. Ces petites clochettes pendent en dessous, le long de la tige, cachées sous les feuilles. Il faut soulever l'arc pour les voir. C'est discret. C'est élégant. C'est lui. Son sosie, qu'on appelle le faux sceau de Salomon, se présente très différemment. Au lieu de clochettes suspendues sous la tige, il porte ses fleurs en un petit bouquet dressé, tout au bout de la tige. Comme un plumet. La distinction est simple une fois qu'on la connaît. Des clochettes qui pendent dessous, c'est le vrai. Un bouquet qui se dresse au bout, ce n'est pas le même. Et ce n'est pas la même plante du tout. La deuxième précaution, c'est d'utiliser la bonne partie. La partie qui intéresse les herboristes, c'est le rhizome. Cette racine noueuse qui court sous la terre. La même racine qui a donné son nom à la plante. Pas les baies. Quand l'automne arrive, le vrai sceau de Salomon laisse pendre de petites baies bleues foncées, presque noires, sous ses tiges. Et celles-là, on n'y touche pas. Elles sont toxiques pour nous, même si les oiseaux les avalent sans problème et dispersent les graines en passant. Les oiseaux ont un métabolisme différent du nôtre. Ce qui passe chez eux ne passe pas forcément chez nous. C'est une règle de base dans le monde végétal, et elle s'applique ici comme ailleurs. En dehors de ces 2 points, la plante se donne presque d'elle-même. Elle prospère à l'ombre sèche, dans ce coin difficile où presque rien d'autre ne veut pousser. Sous les grands arbres. Le long des murs exposés au nord. Dans ces recoins du jardin qu'on a toujours considérés comme des causes perdues. Le sceau de Salomon, lui, s'y installe et s'y plaît. On le trouve dans les sous-bois d'une grande partie de la France, de la Bretagne aux Vosges, de la Normandie au Massif central. Et il y a de bonnes chances qu'il soit déjà installé dans un jardin de votre rue. Peut-être même dans le vôtre, sans que vous sachiez ce que vous avez sous les yeux. Il faut dire aussi que cette plante a une patience remarquable. Elle ne pousse pas vite. Elle ne s'impose pas. Elle s'installe doucement, année après année, en étendant son réseau de rhizomes sous la surface. Et chaque année, une nouvelle cicatrice s'ajoute à la racine.
Un nouveau saut. Un nouveau chapitre dans une vie tranquille, souterraine, obstinée. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Une plante qui ne se presse pas, qui ne cherche pas la lumière à tout prix, qui fait son travail dans l'ombre et qui revient chaque printemps sans qu'on ait besoin de lui demander. C'est un rythme qui parle peut-être davantage à ceux d'entre nous qui ont dépassé un certain âge. On sait ce que c'est que de durer sans faire de bruit. Bien entendu, comme pour tout ce qui touche à la santé, ces informations restent d'ordre général. Si vous avez des douleurs articulaires persistantes, ou si vous envisagez d'utiliser une plante en complément de ce que vous prenez déjà, la meilleure chose à faire reste d'en parler avec votre médecin traitant ou votre pharmacien. Ils connaissent votre situation, vos traitements en cours, et ils sauront vous dire si c'est compatible et raisonnable. On ne remplace jamais un avis médical par une vidéo, aussi détaillée soit-elle. C'est quand même étrange, quand on y réfléchit. Ce qui est arrivé au sceau de Salomon. Rien n'a été caché. Personne ne l'a interdit. Aucune autorité ne l'a enfermé dans un coffre. La plante est restée là, à la vue de tous, distribuée par millions, avec un ruban de récompense horticole accroché dessus. Et on a quand même réussi à oublier l'essentiel. Pas la plante. Ça, on l'a gardé. Ce qu'on a perdu, c'est la raison pour laquelle elle comptait. Une racine que votre grand-mère aurait reconnue au premier coup d'œil est devenue, en l'espace d'une seule génération, un joli fond vert derrière les hostas. La plante, elle, n'a pas changé. Pas d'un millimètre. Seul ce qu'on se souvenait d'elle a changé. Et quand on commence à regarder les choses sous cet angle, on se rend compte que ce n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres plantes comme ça. D'autres savoirs qui n'ont pas disparu, mais qui se sont simplement effacés de la mémoire commune, remplacés par des habitudes plus récentes. Des choses qui étaient évidentes pour une génération et qui sont devenues invisibles pour la suivante. Pensez au sureau, par exemple. Pendant des siècles, c'était l'arbre à tout faire des campagnes françaises. On faisait du sirop avec ses fleurs, de la confiture avec ses baies, des décoctions pour les refroidissements. Et puis un jour, il est devenu cet arbre un peu envahissant qu'on taille au bord des routes sans y penser. Ou le plantain, cette petite plante que tout le monde piétine dans les allées et qui a été utilisée pendant des générations pour calmer les piqûres et les irritations de la peau. On marche dessus tous les jours sans la voir. Le sceau de Salomon n'est peut-être que le début de cette conversation. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent quand on parle de plantes médicinales. On pense tout de suite à la forêt tropicale, à des espèces rares poussant dans des endroits inaccessibles, à des expéditions scientifiques dans des contrées lointaines. Mais certaines des plantes les plus documentées dans l'histoire de la phytothérapie poussent à quelques mètres de notre porte. Sous un arbre dans le jardin. Le long d'un chemin de promenade. Au bord d'un ruisseau qu'on longe tous les dimanches. Le sceau de Salomon en est un exemple parfait. Il n'a pas besoin d'un climat spécial. Il ne demande ni serre ni arrosage particulier. Il pousse dans l'ombre, là où le gazon abandonne. Et il revient chaque année, fidèle, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. C'est d'ailleurs ce qui rendait ces plantes si précieuses autrefois. Elles étaient là. Disponibles. Gratuites. On n'avait pas besoin de prendre rendez-vous pour y accéder. On n'avait pas besoin d'ordonnance. On n'avait pas besoin de faire 30 km pour trouver un spécialiste. Dans un village de l'Aveyron ou une petite commune de la Sarthe, quand le médecin était à une demi-journée de route, ces plantes étaient souvent la première réponse. Pas la seule. Mais la première. Pendant 20 siècles, les gens savaient quoi faire avec elles. Et puis, en quelques décennies, cette connaissance a été recouverte par autre chose. Pas par quelque chose de meilleur, nécessairement. Juste par quelque chose de plus pratique, de plus immédiat. Un comprimé dans un blister. Un tube dans l'armoire à pharmacie. Ce n'est pas un jugement. C'est un constat. Les deux approches ont leur place. Mais quand l'une efface complètement le souvenir de l'autre, quelque chose se perd en chemin. Une forme de connaissance. Une forme d'autonomie. Un lien direct avec ceux qui poussent autour de nous. Et ce lien-là, quand ils se rompt, il est difficile à reconstruire. Parce que ce n'est pas seulement une information qui disparaît. C'est un regard. Une manière de voir le monde végétal non pas comme un décor, mais comme un partenaire. Comme quelque chose avec quoi on vit, et pas simplement quelque chose devant quoi on passe. Nos grands-parents avaient ce regard. Ils savaient reconnaître un plantain d'un pissenlit. Ils savaient que le tilleul du village n'était pas seulement beau, mais utile.
Ils savaient quelle plante cueillir pour une tisane après un repas trop lourd, et laquelle éviter quand il faisait trop sec. Ce n'étaient pas des botanistes. C'étaient des gens qui vivaient au contact de ce qui poussait autour d'eux. Et cette proximité leur donnait un savoir que les livres seuls ne peuvent pas transmettre. Ce qui est fascinant avec le sceau de Salomon, c'est qu'il ne s'est pas battu pour être redécouvert. Il n'a pas eu besoin de marketing. Il n'a pas eu besoin qu'on écrive un livre sur lui. Il était là. Visible. Accessible. Il attendait simplement qu'on le regarde autrement. Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse dans tout cela. Que certaines choses de valeur ne crient pas pour attirer l'attention. Elles ne se vendent pas. Elles ne font pas de promesses spectaculaires. Elles se tiennent dans un coin tranquille du jardin, et c'est à nous de nous souvenir pourquoi elles sont là. 20 siècles de mémoire inscrites dans une racine, sous une tige qui ploie comme un dos voûté par les années. Des cicatrices rondes, une par année vécue, gravées dans un rhizome que personne ne regarde plus. Et pourtant, chacune de ces marques raconte quelque chose. Que cette plante a traversé les hivers. Qu'elle est revenue chaque printemps. Qu'elle n'a rien oublié, elle. C'est nous qui avons oublié. Et peut-être que c'est exactement pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter un instant, de se pencher, de soulever délicatement une de ces tiges arquées et de regarder ce qui pend dessous. Ces petites clochettes blanches qui n'ont l'air de rien. Et de se dire que derrière ce qu'on croit connaître, il y a parfois une histoire immense. Une histoire de 20 siècles. Une histoire de 3 continents. Une histoire qui tient tout entière dans une racine noueuse, enterrée à 30 cm sous un massif de fleurs. Le jardin est plein de ces histoires. On n'a pas fini de les raconter. Si ce genre de sujet vous parle, si vous aimez qu'on prenne le temps de regarder les choses de plus près sans se presser, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, un petit clic pour rester avec nous, ça nous aide à continuer ce travail. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt.